Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler de cette molécule qui fait partie de la famille des cannabinoïdes. Alors bonsoir ma très chère Patricia, bonsoir Amine. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors ma première question va être pour toi, hein, Amine. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le CBD? Le CBD ou cannabidiol, c'est un composé, en fait, en réalité, chimiquement parlant, c'est un composé terpénique. Il est composé notamment d'un groupement terpène et de résorcinol, vous appelez aussi résorcinine ou résorcine, qu'on trouve notamment dans des espèces de cannabis, notamment cannabis sativa, cannabis indica, et qu'on retrouve aussi également dans le chanvre également. Comme son nom l'indique, un cannabinoïde. C'est un cannabinoïde, bien entendu, d'origine végétale, mais on trouve aussi des cannabinoïdes qu'on synthétise nous-mêmes, donc dans notre système nerveux, qui agissent sur des récepteurs CB1, CB2. Et donc ce CBD, comme d'autres cannabinoïdes d'ailleurs, et je pense qu'on en parlera après avec Patricia, vont avoir des effets sur ces récepteurs-là, CB1, CB2, qui sont en fait faits pour recevoir donc les cannabinoïdes endogènes, nos propres cannabinoïdes endogènes, mais on peut avoir aussi cet effet cannabinoïde-like avec notamment le CBD. Et donc ici, juste pour rappel, le CBD est un cannabinoïde qu'on retrouve dans le cannabis, mais il n'est pas interdit parce qu'il n'est pas hallucinogène. Ce qui est interdit, c'est plutôt le THC qui a ses effets hallucinogènes. Alors, l'huile de CBD va le plus souvent être administrée par voie orale. Et dans ce cas, comment est-ce qu'elle est métabolisée? Il y a donc ici en termes de métabolisation, on peut parler à différents niveaux, hein. Donc soit donc au niveau intestinal, on peut avoir des transformations, des métabolisations partielles par le microbiote, ce qui est tout à fait normal parce que le microbiote a aussi une voie qui est similaire à ce qu'on a nous dans les hépatocytes en termes de détoxification. Et puis, une fois absorbé, il y a donc si c'est par voie orale, à ce moment-là, il y a le premier passage hépatique. À ce moment-là, il y a une détoxification qui se met en place, phase 1, phase 2. Et là, on a notamment le fameux CYP 3 à 4 qui métabolise aussi pas mal d'autres composés et qui métabolise le CBD. Et mis à part cela également, donc le CBD, comme je l'ai dit déjà auparavant, va passer la barrière hématocéphalique, s'insérer au niveau des récepteurs cannabinoïdes et induire les effets que ça induit en général, donc des effets globalement qui sont décrits dans la littérature, notamment entre autres des effets antidouleurs, des effets calmants, apaisants, etc. Patricia, Je oui. me permettre peut-être de compléter par rapport à ce que Amine vient de dire, justement par rapport à la voie orale. Comme Amine a bien dit, donc il y a un premier passage hépatique qui fait qu'il y a une bonne partie du CBD qui est détruit. Et on pense que par une voie orale, il n'y a que de l'ordre de 8% de CBD finalement qui passe dans le sang. C'est pourquoi on préconise la voie sublinguale, donc c'est-à-dire qu'on met en dessous de la langue. Et ça évite justement ce premier passage hépatique. Et donc là, on a une plus forte concentration dans le sang puisque c'est bien vascularisé en dessous de la langue, quoi. Donc ça, c'est plus intéressant en tout cas de le faire de cette voie-là par la voie sublinguale. Et quand tu le passes par voie sublinguale, tu le laisses combien de temps sur la langue? Bon, il y a pas de timing précis, hein, mais donc ce qu'on dit, c'est de le garder, allez, 1 minute plus ou moins en dessous de la langue, afin justement que ça passe ça passe au niveau des glandes salivaires et autres. Parce que si on l'avale tout de suite, ça devient de la voie orale, quoi. Bon, voilà, déjà 1 minute, je pense que c'est déjà pas mal si on n'arrive pas à le garder comme ça. Donc voilà. Et donc, automatiquement, on aura des dosages efficaces qui seraient inférieurs par voie sublinguale que par voie intestinale. Oui. Exactement. D'ailleurs, la majorité des études cliniques sont souvent faites avec une voie orale. Et quand on regarde les doses, c'est des doses qui sont très élevées. C'est cela. Et donc, du coup, on pourrait croire que le CBD, quand on vient avec des 5%, quelques gouttes de 5%, on va dire que ça ne marche pas, mais ça n'a rien à voir puisqu'on est dans une autre voie qui permet justement de faire un passage plus élevé de CBD dans le sang, quoi.
Exact. Alors, Patricia, est-ce que tu peux peut-être nous parler des effets thérapeutiques, justement? Dans quel cas est-ce qu'on peut le conseiller? Alors, je ne parlerai pas d'effet thérapeutique parce qu'on ne peut pas faire d'allégations par rapport à ça. Donc, rappelons qu'on n'a pas le droit de faire des allégations thérapeutiques. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des études qui ont montré des effets potentiels sur divers cas. Alors, s'il faut être honnête par rapport je veux dire, au type d'études cliniques, on n'a pas autant d'études cliniques que pour d'autres molécules, mais ça s'explique du fait que pendant des années, le cannabis a été interdit et donc on n'a pas eu cette possibilité de faire autant d'études cliniques. Mais néanmoins, il y a de plus en plus maintenant d'études qui montrent la possibilité d'agir surtout sur les douleurs. Alors les douleurs, il faut bien être clair par rapport à ça. On parle bien ici de douleurs chroniques et pas du tout de douleurs aiguës. Donc, je prends l'exemple, si vous allez en post-op, ça c'est une douleur aiguë, eh bien, le CBD ne va pas vraiment marcher. Donc, il va plutôt marcher sur, justement, après une opération, si des mois après, vous continuez à avoir mal, c'est qu'il y a un souci de chronicité. Et donc là, il y a plus de chances que le CBD fonctionne. Et alors, c'est surtout les douleurs neuropathiques ou les douleurs inflammatoires, puisque la faculté du CBD, c'est son rôle anti-inflammatoire. Là, je pense qu'il y a énormément d'études qui ont démontré son mode d'action par rapport à ça, son côté antioxydant. Et donc, toutes les pathologies qui tournent autour de cette inflammation ou ces oxydations, automatiquement, si on règle l'inflammation, on va régler ce genre de pathologie aussi. Mais en gros, dans les études cliniques, c'est vraiment surtout tout ce qui est douleur. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est pas mal démontré aussi, notamment dans les études cliniques, c'est tout le côté anxiolytique. Donc, le CBD est vraiment considéré comme une alternative aux anxiolytiques. Et donc, l'intérêt du CBD, c'est soit il joue ce rôle anxiolytique ou soit antidouleur, ou si ce n'est pas antidouleur, c'est anti-hypersensibilité, mais il peut, je dirais, être adjuvant d'autres de la thérapie classique, quoi. Donc, ça veut dire qu'on potentie le médicament en soi et on peut à un moment donné, ça c'est vraiment intéressant aussi, c'est de se sevrer. Donc, je pense à tout ce qui est opioïdes. Il y a aussi énormément d'études qui montrent qu'on peut avoir ce genre de sevrage par rapport à une thérapie classique. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, les grands domaines bien publiés. Et puis alors, il y a tout ce qui est plutôt au niveau préclinique, où la recherche est en cours. Et alors, il y a toutes les pathologies dégénératives. Donc, je pense à la sclérose en plaques, je pense à Alzheimer et toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est vraiment, on est au début, mais là, je pense qu'il y a un intérêt aussi, et je crois que les études vont le démontrer dans le futur. Je crois qu'Amine va parler aussi sur l'aspect sportif. Donc là, on améliore les performances, mais il y a plein d'autres choses. Je suppose qu'Amine va en parler. Et donc, il y a plein d'autres possibilités, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on est sûr à 100% par rapport à ça, et donc ça mérite d'être testé. Mais en gros, c'est tout ce qui tourne autour de l'inflammation, tout ce qui tourne autour de l'anxiété, que ce soit la qualité du sommeil aussi, puisque le sommeil dépend entre autres de notre bien-être. Les gens qui sont stressés, qui sont anxieux, dorment mal. Les gens qui ont des douleurs dorment mal. Et bien le CBD, par exemple, va jouer sur cet aspect-là, qui est la qualité du sommeil. Et donc, il y a plein d'autres. Ah oui, j'ai oublié un autre important. Ça, c'était un peu dommage de l'oublier, puisqu'il est connu d'ailleurs par rapport à ça. C'est tout ce qui est épilepsie, forcément, puisqu'il y a un médicament qui est reconnu, qui est utilisé dans le cadre des épilepsies. Oui, justement, j'allais rebondir par rapport à cet effet sur l'épilepsie, sur l'anxiété, par rapport à une question sur... alors, concernant l'anxiété, c'est très, très bien étudié. Donc, est-ce que tu penses, toi, que l'effet du CBD sur l'anxiété serait
dû principalement sur ces effets, donc sur les récepteurs cannabinoïdes, ou est-ce que ça pourrait être complété aussi par l'éventuel effet sur les récepteurs GABA également? En, Et en- dans ce sens-là, sur l'épilepsie aussi. oui, en fait quand tu as parlé au début qu'il agissait sur les récepteurs CB1 et CB2, c'est pas exactement ça, puisqu'il n'a pas, je dirais, il n'est pas agoniste ou antagoniste direct de ces récepteurs-là. Il va moduler les récepteurs. Hmm. Et le mode d'action du CBD, c'est surtout sur les autres récepteurs. Et entre autres, tu as le récepteur sérotonine, tu as l'adénosine, tu as le GABA, tu as, en fait, toute une série de récepteurs qui fait que ça explique justement le côté anti-anxieux. Et alors, pour tout ce qui est douleur, ben là, on est plutôt sur les canaux, donc les canaux voltage, donc tout ce qui est TRPV 1 et 2 et tout ça, les canaux calciques et autres. Donc, c'est d'autres mécanismes d'action et c'est surtout comme ça qu'on explique le mode d'action du CBD, quoi. Plus que CB1, CB2, en fait, il agit de manière indirecte. Normalement, donc, ce qui agit sur le CB1, CB2, mais c'est ce qu'on produit, nous, par notre corps, Oui. donc ce qu'on appelle les endocannabinoïdes. Et en fait, il va aller, je dirais, inhiber l'enzyme qui dégrade ces endocannabinoïdes. Et donc, on augmente la concentration. Et donc, indirectement, ben, ça permet de jouer sur ces récepteurs CB1, CB2. Et donc, sur la modulation, toi, tu penses sur la modulation des autres récepteurs, y compris le récepteur GABA, tu penses que c'est une modulation directe ou ou tu as une conformation de la molécule CBD qui ressemble à ces récepteurs ou c'est aussi une modulation indirecte? En fait, ça dépend des récepteurs. Donc, c'est assez compliqué. Donc, par exemple, sérotonine, ça, il a des affinités directement sur le Sur le récepteur. récepteur. Par contre, sur le GABA, ben, il va jouer sur d'autres récepteurs qui modulent la libération du GABA, soit de manière positive ou de manière négative. Ça aussi, c'est assez compliqué à comprendre, c'est que le monde des cannabinoïdes, en fait, c'est pas toujours on-off comme on le pense, c'est un système d'homéostasie. Donc, l'homéostasie qui dit, c'est avoir une régulation. Donc, si on a trop, ben, notre système va s'adapter pour en diminuer. Par contre, si on n'en a pas assez, ben, on va augmenter. Et donc, c'est ça qui n'est pas toujours facile à comprendre, c'est que ce n'est pas toujours ce qu'on pense du plus ou du moins, quoi. Donc, et puis, il y a des interactions, je dirais, au niveau neuronal entre tous ces interneurones comme ça qui agissent positivement ou négativement l'un sur l'autre. Ben, parfois, c'est des doubles négations qui fait que ça devient du positif, quoi. Donc, bon, c'est pas le but ici d'expliquer tout ça, mais c'est pas aussi simple que de se dire la clé serrure et ça s'allume ou ça s'éteint, quoi. Donc, c'est vraiment très compliqué. Oui, donc c'est des boucles de rétroaction qui sont relativement complexes et qui modulent à la fois les différents neurotransmetteurs et le système cannabinoïde, oui, tout à fait. Donc, pour aller dans le sens de ce que tu disais par rapport aux indications, on a quelques études aussi, et je pense que on s'est partagé des trucs par rapport à ça, par rapport à, surtout des études in vitro, par rapport au cancer. Mhm. Donc sur l'apoptose, l'autophagie, des trucs, bon, ça reste des trucs des études très rudimentaires, on va dire, c'est des données préliminaires. Donc ça pourrait être probablement développé plus tard oui. Mais oui, si je peux me permettre, alors justement par rapport au cancer, c'est vrai que moi je ne l'ai pas nommé comme effet direct sur le cancer, puisqu'on est vraiment à un stade tout à fait de recherche à ce niveau-là, mais il y a des résultats super intéressants. Donc je suis persuadée que dans quelques années, ben, on aura des molécules qui montreront un effet réel sur la cancérogénèse. Mais par contre, ce qui est intéressant avec le CBD, c'est en fait, il faut le plus le concevoir comme une aide par rapport à la chimiothérapie, soit pour permettre de mieux supporter la chimiothérapie, ou soit pour la potentialiser. Donc, on voit qu'il y a des moments où ça améliore, et ça, c'est un petit peu comme tu expliquais avec les interactions au niveau hépatique éventuellement. Donc, il y a un intérêt du CBD dans les cancers plutôt pour supporter les chimiothérapies. Et d'ailleurs, les expériences que j'entends autour de moi, c'est plus dans ce sens-là.
notamment en chimiothérapie, ben, on peut avoir des douleurs. Donc, Oui, mais justement, oui. voilà. Donc mauvaise qualité du sommeil, tout ça. Donc, L'anxiété, tout ça, oui. donc tout ça peut être, je ne vais pas dire solutionné parce qu'il faut rester modeste, hein, mais en tout cas, on peut aider le patient dans un contexte plutôt d'adjuvant, quoi, plutôt que vraiment thérapeutique, quoi. Oui, exactement. Donc ça nécessite encore beaucoup d'études pour l'instant. Et puis, il y a toutes les applications que tu avais aussi citées par rapport au sport également, aux sportifs. Alors ça n'augmente pas la performance sportive directement, de façon directe, mais Voilà. ça crée une sorte d'amélioration de tout ce qui est aspect cognitif, tout ce qui est humeur aussi. Et donc, métaboliquement parlant aussi, baisser l'inflammation, le stress oxydatif, ce qui met donc le sportif dans un état favorable à une meilleure performance en fait soit pour les entraînements, soit le jour de la compétition aussi, ou en tout cas les périodes pré-compétitives qui sont extrêmement anxiogènes, surtout pour les sportifs. Il y a des sportifs qui dorment pas en fait les périodes durant la semaine par exemple qui précèdent une compétition. Donc ça pourrait être aussi un traitement adjuvant en plus d'autres choses aussi, d'autres combinaisons, d'autres synergies pour les sportifs. Donc ça pourrait être très intéressant, malgré qu'on n'a pas beaucoup d'études non plus là-dessus sur le sport, mais ça reste quand même des applications intéressantes parce que du point de vue empirique, il y a beaucoup de sportifs qui utilisent le CBD et donc à partir de là, on sait que ça marche très bien chez le sportif, oui. Alors, dans les différents effets thérapeutiques, en tout cas là où on peut le conseiller, cette semaine ou la semaine dernière, j'ai lu une de tes newsletters, Patricia, qui parlait, et j'en fais juste la parenthèse parce que ce ne sera pas le sujet ce soir. Thérapeutique entre guillemets. Entre guillemets, pardon, oui, entre guillemets. Mais tu nous parlais justement dans cette newsletter de l'effet sur les animaux, y compris sur les chevaux. Exactement. Et contrairement à l'humain, il n'y a pas l'effet Il n'y a placebo. pas d'effet placebo, Donc, oui, effectivement. les études qui sont effectuées chez les animaux sont souvent beaucoup plus objectives que chez l'humain. Mais en effet, et c'est un peu pour les mêmes applications, je dirais, c'est la douleur, l'épilepsie chez les animaux, c'est le même principe que chez l'humain. Donc, en fait, les animaux ont le système cannabinoïde comme l'humain, avec parfois une plus de concentration de certains récepteurs que d'autres, mais le principe est le même et donc ça peut marcher très très bien. Si on parle de ça, je veux juste mettre de dire qu'il faut faire très attention aux produits, à la qualité des produits chez les animaux. Donc par exemple, les chats, ne pas donner un CBD full spectrum ou broad spectrum qui contiendrait des terpènes, parce qu'il y a certains terpènes qui pourraient être toxiques pour le chat. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des produits spécifiques pour animaux, justement pour éviter ce genre de problème. Les chiens, par contre, sont très sensibles au THC, donc il vaut mieux éviter d'avoir du THC. Donc, on va plutôt choisir un broad spectrum dans ces cas-là. Et les chevaux, ben ça date depuis des millénaires, hein, l'utilisation du cannabis. C'était plutôt à ce moment-là, cannabis chez les chevaux, ça marche vraiment très bien. Donc, de nouveau, attention par rapport à ça, si les chevaux doivent faire des compétitions. Donc, voilà, mais ce n'est pas le sujet ici, hein, mais il y a certaines précautions à prendre. Voilà, et pour ceux qui seraient intéressés par tes newsletters, le nom de ton site? Donc, c'est SIREC, SIRE-C.org. Je le mets directement dans les commentaires, voilà. Ouais. Comme ça, les gens Voilà, peuvent j'essaie d'écrire des articles régulièrement. Et si vous voulez les recevoir personnellement, bah, il faut s'inscrire à la newsletter, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Voilà. Alors, autre chose, bah, effectivement, le CBD a le vent en poupe depuis quelques années. Et comment on voit des magasins qui fleurissent un peu partout et des vendeurs qui fleurissent un peu partout. Comment bien choisir justement son CBD? Et est-ce qu'il y a des synergies ou des associations qui pourraient être intéressantes? Alors, si tu parles des magasins ou même des sites Internet de manière générale, parce que c'est surtout aussi là qu'on le trouve, je pense que la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est la qualité du produit.
Donc, moi, ce que je préconise souvent, c'est de dire aux gens, faites d'abord, choisissez un laboratoire avec qui vous avez confiance, que vous savez, je veux dire, qui vend des produits de qualité. Donc ça, c'est déjà une chose par rapport à des sites que vous ne connaissez pas. La deuxième, c'est si le site propose de lui-même de vous montrer l'analyse du produit, ainsi vous savez exactement ce que vous avez comme produit. Je dis ça, c'est parce que on sait qu'il y a pas mal de produits qui ne correspondent pas à ce qu'ils affichent, par exemple, en termes de concentration en CBD, en termes de concentration en THC et autres. Donc voilà, mais normalement, ces analyses devraient pour moi être disponibles à tout acheteur, soit directement ou soit sur demande au niveau du labo. Donc ça, je dirais plutôt par rapport à la qualité du produit de manière générale. Si c'est bio, tant mieux. Voilà. Donc, il faut savoir que le chanvre se cultive normalement sans pesticides. Sans pesticides. Oui, donc, ça, c'est pas trop problématique. Donc, en termes de choix, de synergie, de choix de produits, comme tu l'as dit, on peut avoir ce qu'on appelle l'effet entourage. Alors, c'est quoi l'effet entourage? En fait, il faut savoir que dans le chanvre ou le cannabis, on parle du CBD, mais en fait, il y a des centaines d'autres molécules qui sont présentes, notamment d'autres cannabinoïdes. On a déjà parlé du THC, mais il en existe d'autres. Et alors, il existe aussi d'autres molécules, par exemple, comme les terpènes, les polyphénols et autres. Et donc, ces molécules-là, en fait, elles peuvent synergiser justement avec les cannabinoïdes, tous ensemble. Et une synergie, c'est quoi? C'est 1 + 1 = 3. Donc, ce n'est pas un effet additif, mais vraiment un effet qui est amplifié. Et donc, comment choisir le produit qui contient des terpènes? Ce n'est pas compliqué. C'est quand c'est du full spectrum ou du broad spectrum. Les isolats de CBD, l'isolat de CBD, comme son nom l'indique, on n'a pris que le CBD. Donc, il vaut mieux choisir le full ou le broad spectrum. La différence entre les deux, c'est que le broad, il y a 0 THC, donc il y a une étape supplémentaire pour l'enlever, tandis que le full, il y a une trace de THC, mais qui est en dessous des normes autorisées. Donc, c'est-à-dire soit 0,2% pour tous les Européens, ou 0,3% dans certains pays, par exemple en France, maintenant c'est passé à 0,3, au Luxembourg c'est 0,3, donc ça dépend un petit peu des pays. Mais de toute façon, que ce soit un full ou un broad spectrum, vous avez cet effet entourage par justement ces terpènes.